c'est la porteuse d'eau ce soir. Donc alors, quand même, Alice, tu veux démarrer un tout petit peu sur Mouvement d'Elle ou, hein? Ben voilà, cette soirée est organisée par l'association Mouvement d'Elle, qui est la seule association féministe qui défend les valeurs féministes en Occitanie, dans toute l'Occitanie. Nous sommes entre membres et sympathisants plus d'une cinquantaine de personnes actuellement. C'est une association qui a été fondée en septembre 2016, donc qui n'est pas très vieille, et qui a pour vocation de mener des actions, que ce soit la conférence, que ce soit des projections de films, comme on a fait récemment au Casino avec le film Les Figures de l'Ombre, avec toujours comme sujet principal, bien entendu, le statut des femmes et le rôle des femmes dans notre société aujourd'hui. Voilà. On se réunit tous les derniers mardis du mois, chez notre présidente Geneviève, où on discute des sujets d'actualité qui nous intéressent, nous, qui nous touchent, que ce soit dans notre ville ou à un échelon plus large. Et je ne mangerai pas, c'est promis. Et donc on met en place pendant ces réunions les actions, on prend des décisions, chaque voix ayant le même pouvoir que celle d'à côté dans notre asso, même s'il y a une présidente parce qu'il faut bien un bureau pour avoir une association. Après, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Ça, c'est clair, net et précis. Voilà. Eh ben, et si... Ah oui, si, tu attends ta bouteille. Oui. Ah oui, voilà. Oui, alors, on a fait des petits badges et si vous voulez soutenir l'association, à la sortie, il y a des petits badges à 2 €. Alors, voilà. Et aussi un petit truc, si vous avez envie de recevoir des informations de tout ce que nous faisons, toutes les actions que nous menons, etc., vous nous laissez votre adresse de courriel, hein, qui ne vous engage pas à être une militante ou même une sympathisante, simplement, vous êtes sur la liste de diffusion et comme ça, on vous informe de tout ce qu'on peut faire dans votre quartier, en dehors du quartier, etc., parce que maintenant, on va vraiment s'élargir. Hein. Alors, c'est vrai. Parce qu'il y a des personnes qui sont du village. Oui, dans les villages, bien entendu. Alors, pour l'instant, c'est vrai que les réunions, c'est une fois par mois, c'est le dernier mardi de chaque mois, c'est chez moi, hein, c'est une grande maison, et on a aussi un grand jardin, on pique-nique aussi, on mange, on boit. Alors, je dis bien... C'est exact. En fait, on fait des réunions Tupperware sans Tupperware. Voilà, c'est comme des réunions Tupperware, il y a une super bonne ambiance, sauf qu'on parle pas de Tupperware. Alors tout le monde apporte ses gâteaux, ses cakes aux olives, ses pizzas, c'est ce qu'on veut. Voilà. Et on boit. Mais on ne boit pas forcément de l'alcool. Pas forcément, je dis bien. Bon. Alors, mais on peut. Un bon vin, mais c'est pas obligatoire. Allez, on commence ? Alors, d'abord, j'ai commencé un petit peu en parlant de moi tout à l'heure, mais il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas là, donc je voudrais juste quand même, je me présente parce que je ne veux pas que ça tombe comme ça, qui c'est cette nana, hein. Bon, alors, je suis une universitaire, j'ai un doctorat en sciences de l'éducation, je ne sais même pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, et j'ai fait une thèse sur l'estime de soi parce que pendant très longtemps, j'ai été chroniqueuse pour la chronique judiciaire. Hein, je faisais la chronique judiciaire dans un journal. D'accord ? Donc je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens, des jeunes ou des moins jeunes, qui se retrouvaient au tribunal. Et souvent, c'était des gens qui avaient eu un parcours de vie extrêmement difficile et souvent à cause de l'estime de soi et surtout de la mésestime de soi. Hein, ils n'avaient pas de courage parce qu'ils n'avaient pas confiance en eux, on n'avait pas assez eu confiance en eux aussi. Hein, et donc on va en parler. Alors, je voudrais d'entrée vous dire une chose. Merci, voici notre trésorière. Chantal. Alors, en fait, je voudrais vous dire que l'estime de soi, la grosse différence avec la confiance en soi ou avec l'amour de soi, c'est-à-dire que ces trois concepts-là sont trois choses différentes. La confiance en soi, c'est la capacité que l'on se sent de réaliser quelque chose. On se sent capable, par exemple, on va recevoir beaucoup de gens, hein, on est capable de faire la cuisine, eh bien on a confiance en soi, à ce moment-là on se dit oui, je suis capable de faire la cuisine. Bon. Maintenant, l'estime de soi,
c'est un jugement que l'on porte sur ses valeurs propres. Est-ce qu'on respecte ses propres valeurs? Donc vous voyez, c'est complètement différent. Si on reprend la cuisine, on se dit, bon, je fais la cuisine, je sais que je vais assurer, hein, bon, admettons que j'ai invité toutes ces dames et ces messieurs ce soir, hein, et je me dis, pas de problème, je sais faire la tambouille, je vais en faire beaucoup, etc. Mais, si je ne respecte pas mes valeurs en me disant, je vais leur faire quelque chose de particulier, quelque chose d'original, quelque chose de particulièrement difficile à réaliser, et que là, je me respecte, parce que je respecte mes valeurs, mes capacités à moi, que par exemple ma mère m'a transmise, que, vous savez, moi, j'ai ma maman, là, dans la salle, hein, elle fait un plat absolument génial, et depuis des années, elle essaie de me l'apprendre, je n'y arrive toujours pas, donc si vous voulez, bon, voilà. Hein. Donc, la capacité de faire ce plat, je ne l'ai pas, par contre, la volonté de le réaliser et d'y arriver, je l'ai. Donc, si vous voulez, on est quand même dans le respect des valeurs. Donc, quand on est dans la mésestime de soi, c'est qu'on ne respecte pas les valeurs auxquelles on croit. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que d'autres personnes, d'autres que nous, peut-être simplement la société, a décidé que ces valeurs-là étaient plus importantes que celles qu'on porte en soi. Et c'est très important, ça. Parce que vous pouvez avoir, vous, le sentiment que vous avez un certain nombre de valeurs. Par exemple, je vous donne un exemple, la coopération. Vous dites, ce serait bien de pouvoir coopérer avec les autres, de pouvoir ensemble construire des choses avec les autres. Et puis on vous dit, mais non, les valeurs de la société, c'est la compétition. On n'est pas là pour coopérer, les enfants. On est là pour se battre les uns contre les autres et que le meilleur l'emporte. Donc on est sur un choc de valeurs. Il y a des gens qui vont le supporter. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables, on revient sur la confiance en soi, ils sont capables d'accepter qu'ils ne respecteront pas leurs propres valeurs, mais après tout, ils respecteront les valeurs des autres, les valeurs de l'ensemble de la société, c'est bien assez. Ça ne les fait pas souffrir de devoir renoncer à leurs propres valeurs. Mais il y en a, au contraire, ça les fait énormément souffrir, et c'est là que s'installe la mésestime de soi. D'accord ? Ensuite, il y a une troisième couche, on va dire, qu'on appelle l'amour de soi. Alors ça, c'est quelque chose qui a jailli comme ça, hein, quand on s'est dit, oulala, l'estime de soi, c'est dur à atteindre, ça. Respecter ses propres valeurs, c'est super dur. Bon, ben on va inventer un truc qui va nous permettre de faire des petits arrangements, hein. Et donc, on a appelé ça l'amour de soi. L'amour de soi, les sociologues disent, c'est s'aimer malgré ses défauts. Bien qu'on ne soit pas tout à fait en accord avec ce qu'on a envie d'être, on s'aime quand même. Alors, c'est un petit peu, si vous voulez, accepter que le mensonge sur soi qu'on connaît, on n'est pas la plupart d'entre nous, nous savons très bien que nous trichons un petit peu avec les choses, avec la réalité, avec ce que nous voudrions faire, d'accord? On triche un petit peu, mais pour garder l'amour de soi, tant pis, trichons, après tout. Alors la difficulté dans cette affaire-là, vous verrez qu'on va y passer tout de suite, la difficulté c'est que si on triche et que tout le monde triche, on est dans un monde de triche. Hein. Alors si on est seulement une personne qui triche, mettons moi, toute seule dans toute cette salle et que les autres ils sont sur la vérité de soi, de ses valeurs, de son estime, hein, il n'y a pas trop de difficultés. Mais si tout le monde est dans le mensonge par rapport à soi-même, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on n'est pas soi, l'autre n'est pas soi. Donc comment on sait à qui on a affaire vraiment, hein, d'accord ? Donc, il faut toujours se dire que toute introduction de ce que j'appelle la dissimulation, hein, de ce que l'on est vraiment, tout cela introduit des notions de dissimulation chez l'autre. C'est-à-dire, je vous donne un exemple précis, on a par exemple un rapport mère-fille. Et on se dit, bon, avec ma mère, j'ai toujours... Oui, pourquoi pas, hein, imaginons, hein, bon. Un rapport mère-fille. Après, je vous parlerai du rapport mère-fils, c'est super. Moi, j'ai un fils. Donc, mère-fille. Hein.
Et imaginons qu'on a toujours un petit peu triché avec sa mère, on n'a pas toujours dit ce qu'on pensait vraiment. Alors pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas lui faire de la peine, parce qu'elle n'est pas tout à fait éduquée comme nous, parce qu'on ne veut pas aussi qu'elle pense que toute l'éducation qu'elle nous a donnée est passée sous la table. Bon, donc on ment un petit peu, on triche un petit peu. Bon. Mais du coup, elle qui n'est pas bête, et qui se dit, tiens, elle triche, ma fille. Il faut pas que je lui montre, que je me rende compte qu'elle triche. Hein? Alors, donc, elle aussi, elle va se mettre dans une posture, une position, où elle n'est pas tout à fait elle-même, mais elle correspond à ce que je lui renvoie. On est d'accord? Hein? Donc, la fille et la mère, en réalité, quand elles commencent à être véritablement elles-mêmes face à face, ben ça, quelquefois, ça explose parce que ah, quelle surprise! Mais je ne la connais pas, cette nana. Et je ne me connais même pas moi-même dans une situation d'affrontement, du coup. Hein? Alors, ça me paraissait important de démarrer par ça, parce que souvent, on fait l'amalgame entre confiance en soi, estime de soi et amour de soi. Ça n'est pas du tout la même chose. D'accord ? Alors, il vaut mieux quand même s'aimer un petit peu, bien sûr, hein, parce que c'est moins difficile, c'est moins pénible, bon, mais plus on triche, et plus l'amour de soi sera une sorte de masque, comme si on avait subi de la chirurgie esthétique, hein, de l'intérieur, la chirurgie esthétique de l'âme, hein, et que donc, à un moment donné, on ne sait plus vraiment à quoi ressemblait au départ notre visage. De l'intérieur, bien sûr. Alors, je vais vous parler, donc, puisque là, la conférence n'a pas commencé. Donc, je vais vous parler de dynamique identitaire et surtout de quelque chose qui vous concerne toutes, du mi-temps de la vie, c'est-à-dire au moment où on arrive à la moitié de la vie, hein, et qui est un moment un peu charnière. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis une dizaine d'années, cet âge mi-temps est en train de bouger. C'était la quarantaine, et puis, bon, vous allez voir, les choses évoluent énormément. Alors, d'abord, il faut savoir que pour accéder sans arrêt à un nouveau soi-même, parce qu'on grandit, on change, on a des expériences de vie qui nous transforment, on a des accidents de vie qui nous transforment aussi, et il faut qu'on en reste maître. C'est ça le fondamental. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les événements, les expériences nous dominent, on est toujours dans la fameuse situation de dissimulation. On est dominé par l'autre, par cette chose qui est en nous et qui n'est pas nous. Hein. Donc, il y a 3 processus de transformation de soi au fur et à mesure des événements. 3 manières qui en fait vont du soi, que l'on dit le soi assigné, c'est un soi statutaire. Le soi assigné, c'est ce que la société vous assigne. Vous, mesdames, puisqu'ici vous êtes majoritairement des femmes, on vous assigne d'être des femmes déjà. Donc ça, vous allez me dire, mais bon, est-ce que c'est un statut particulier? Ben, il y a des choses en tout cas qui vous renvoient quelque chose de particulier sur le statut d'être femme. Déjà, si vous n'avez pas l'égalité salariale, on vous dit quelque chose. On vous dit, vous ne méritez pas d'être au même niveau que les hommes. Au moins, au niveau salarial. Si on vous dit, c'est normal que, comme dans certaines générations, vous restiez au foyer pour élever vos gamins, c'est pas la peine d'aller travailler, vous allez prendre le travail des hommes, on vous envoie un message. Si on vous dit, vous êtes là pour être des objets de séduction, porter des talons aiguilles même si vous vous cassez la figure, maquillez-vous même si vous êtes allergique, hein, on vous envoie un message. Si on vous dit, quand vous vieillissez, vous, pas les hommes, vous devez faire de la couleur parce que vos cheveux gris, ben c'est gris, et que comme vous êtes des objets de séduction, même jusque-là, quoique maintenant ça devient à la mode, mais enfin c'est autre chose, hein. Donc si c'est à la mode, c'est qu'on va bientôt y être assigné, hein.
Donc, le problème, c'est l'assignation. Hein. Donc, on a un soi assigné, décidé par la société. Et on y reviendra tout à l'heure, mais les hommes aussi sont assignés. Ne vous inquiétez pas. Ils en prennent aussi, hein. D'accord? On leur demande aussi d'être un certain nombre de choses dans la société. Et s'ils ne le sont pas, hein, on les trouve médiocres, moyens, et même peut-être, on va considérer qu'ils ont des handicaps sociaux. Hein. On entend sans arrêt ça, ils ont des handicaps sociaux. Donc on va du soi assigné vers le soi idéal. Quel est ce soi idéal? Ben, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire celui qui est vraiment vous. Celui qui respecte vraiment les valeurs auxquelles vous êtes attachés, celles que vous reconnaissez, qui vous permettent de vous respecter, de vous retrouver. Rien qui vous a été imposé. Si ça vous a été imposé, interrogez-le. On m'a imposé quelque chose. Est-ce que c'est bien moi? Est-ce que on me l'a imposé, mais est-ce que ça correspond bien à ce que je suis? D'accord? Alors, on va commencer par... Il y a 3 processus donc, de transformation de soi. Le premier processus, l'individu se modifie évidemment au fil des événements, hein, quoi qu'il lui arrive. Mais il ne changera jamais ses valeurs primordiales et ses opinions, et encore moins son comportement. Pourquoi? Parce qu'il s'est identifié à quelque chose et il n'arrive pas à changer. Il n'y arrive pas. D'accord? Donc, souvent, on dit c'est une identification au modèle parental, au modèle qu'au moins ont donné les parents. C'est la première source d'identification, c'est celle-là. C'est les parents. Après, ça sera l'école, après, ça sera le monde du travail, etc. Mais au départ, c'est papa-maman, au début. Et même peut-être maman, dans certaines sociétés où la maman est extrêmement proche des enfants, plus que le père. Donc, dans ce premier temps, l'individu se modifie, mais ne change pas fondamentalement ses valeurs, son comportement, ses opinions. Dans ce cas-là, le sujet se conforme à l'image qu'on attendait de lui et qu'on lui a donnée au départ. Il se conforme. Le deuxième processus de transformation de soi, l'individu, il se modifie, il est obligé. La société, les expériences de vie, les accidents de vie l'obligent à se modifier. Et cette fois, il change ses valeurs primordiales, ses opinions et son comportement durable, il change. Mais dans un sens attendu et même valorisé par la société. Je donne des exemples. Vous avez un enfant qui vient d'un milieu populaire, à qui on a dit « travaille bien à l'école ». Parce que si tu veux en sortir de ce milieu populaire, il n'y a que l'école. D'accord? Donc, l'école, les diplômes, les concours, etc., etc. Donc, il va entrer dans le groupe d'appartenance, qu'on appelle le groupe d'appartenance, lycéens qui réussissent, étudiants. Alors, attention, parce que si, à l'issue de tout ce processus où il a joué le jeu, puisqu'il est allé dans le sens qu'on attendait de lui, s'il n'y a pas de retour, c'est-à-dire si au bout du compte, il n'y a pas la réussite sociale qui était annoncée, il n'y a pas le bonheur qui était annoncé, il n'y a pas aussi, et c'est là que c'est très important, il n'y a pas la reconnaissance par l'ensemble de la société, alors qu'il a fait tout le boulot qu'il fallait. Ce qui va se passer, c'est de la mésestime de soi, ce qui va dire, bah, alors c'est que finalement, je ne valais pas exactement ce que je croyais valoir. Ou alors de la violence contre cette société qui lui a menti. C'est clair. Dans le troisième processus, dans le troisième processus de transformation de soi, un individu se modifie, toujours obligé. Il change ses valeurs primordiales, ses opinions, son comportement, toujours, hein, est obligé. Hein,
On change, on évolue, on devient quelqu'un d'autre au fur et à mesure qu'on rencontre des expériences dans la vie. Mais cette fois, on va à l'encontre des valeurs de la société. On prend comme chemin le choix d'un groupe de référence, c'est-à-dire qu'on se dit, moi je représente, je suis plutôt comme ça. Alors je vois quelqu'un là-bas au fond qui comprend très bien de quoi je parle. On vient d'un très beau milieu où on a toute la réussite qui est préparée, le beau mariage, tout est prévu. Et puis la personne dit, ah ben non, désolé, c'est pas pour moi, moi j'ai choisi un autre destin, quelque chose d'autre me plaît, je veux devenir artiste, je veux faire le tour du monde, je veux, je sais pas, changer peut-être de genre sexuel. Je ne me reconnais pas dans votre histoire de mariage, moi d'ailleurs je crois que je suis plus attirée par les gens de mon sexe, pourquoi pas. En tout cas, ce choix-là se fait en rupture. Et c'est bien ça le plus dur. On se met en rupture. Cette rupture-là, c'est là qu'on voit apparaître ce choc entre le soi intime, qui est profondément ancré en nous, et le soi statutaire, le soi assigné dont on a parlé. Donc, dans le deuxième, on avait le sujet se forme, vous vous souvenez qu'il allait vers ce groupe d'appartenance, il faisait tout ce qu'on lui disait, etc., etc. Donc là, le sujet se formait. Et dans le dernier cas, le sujet se transforme. Il sort de la forme, qui était la sienne. Il traverse la forme. Et lui, il a décidé d'être ce qu'il est vraiment. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas le plus difficile. Ce n'est pas le plus difficile d'être vraiment soi. Ça demande juste un peu de courage. Au départ, pour se mettre en rupture. Et ça, la grosse difficulté. C'est se dire, ils n'ont pas raison. Cette notion-là, si vous voulez, de s'accorder une confiance véritable et se dire, c'est moi qui ai raison, ils se trompent sur ce que je suis vraiment. Donc, dans cette période-là où on se dit, on se pose des questions, est-ce que je vais aller jusqu'à la rupture, est-ce qu'au contraire, je vais rester dans la ligne qu'on m'a tracée, il se passe quelque chose qui nous y aide, si vous voulez. Il y a une sorte d'outil qui s'appelle la mémoire. Alors, le rôle de la mémoire dans la transformation de soi vers son soi idéal, parce que c'est ça la transformation de soi, c'est aller vers son soi idéal. D'accord ? Et ce qui nous y aide, c'est le rôle de la mémoire. Alors, on a ce qu'on appelle, alors le mot est un peu compliqué, mais parce que c'est un mot inventé par les universitaires qui ne savaient pas quoi faire, les endoceptes, ça s'appelle. Bon, je n'ai pas un truc pour vous écrire ça. Les endoceptes, ce sont des images qui sont gravées dans votre mémoire. Par exemple, une petite fille, prenons un exemple. J'aime bien moi les exemples. Vous aussi ? Ouais. Bon, une petite fille qui, par exemple, dans sa ville, dans son quartier, subissait de la violence dans un groupe d'enfants et elle a gardé ça dans sa mémoire. C'était très difficile. Hein. Et quelqu'un de plus grand qu'elle la battait devant les autres, qui restaient indifférents ou qui même applaudissaient. Donc cette petite fille était peut-être très traumatisée par tout ça, mais c'était enfoui. C'était tout au fond de la mémoire. Bon. Et comme cette petite fille, elle s'identifiait au modèle que ses parents lui avaient donné, que c'était le modèle de la petite fille sympa, gentille, bien obéissante, eh ben, elle se conformait. Elle se conformait. Et puis, il y a eu des chocs successifs. Une autre fois, dans une salle de classe, une de ses institutrices, qui l'a trouvée un peu agitée, parce qu'elle avait du caractère,
Parce qu'elle avait sali son cahier, le lui a pris, lui a accroché dans le dos et lui a fait faire le tour de la cour de récré devant tout le monde. Et elle prenait des colibés, tout le monde se foutait d'elle. C'était très désagréable. Mais elle a reçu ce choc et ça a réveillé le choc d'avant et ça s'est multiplié. C'est-à-dire que la violence qu'elle subissait, si vous voulez, plus on a de chocs de ce type-là, et plus ces chocs font grandir la mésestime de soi, l'inquiétude par rapport à soi. On y reviendra. N'empêche que, bien que ça fasse grandir la mésestime de soi, ça fait grandir aussi une forme de colère, d'incompréhension et de rejet du soi assigné, même si ce n'est pas encore tout à fait prêt. Mais on se dit, bon, j'ai assez subi. On m'en a assez fait. Hein? Et alors là, il se passe que, on appelle ça le mécanisme de résonance dans la mémoire. Ça résonne. Cling, 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 cling. Chaque fois qu'il y a un événement qui nous remet dans une situation de stress, de mépris de soi, d'agression, etc., on reçoit à nouveau ces images en sommeil se réveillent et on se remet à nouveau en conflit entre l'image de soi et l'image assignée, de soi assigné. Alors il faut que vous compreniez une chose. On peut très bien avoir des gens qui, subissant même plusieurs fois des traumatismes, restent sourds. On appelle ça la surdité. Ils restent sourds à ce qu'ils entendent à l'intérieur d'eux-mêmes. Préfèrent. Parce qu'à la limite, même quand ils entendent un peu, ils choisissent de... alors, on a toutes sortes de manières d'être sourd. Hein. C'est-à-dire, par exemple, toujours répéter les mêmes gestes. Ce sont des gens qui sont très répétitifs dans leur mode de vie. Hein. Comme ça, il n'y a pas le doute ou l'inconnu qui peut entrer. Donc, ce sont des gens qui vont faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque que quelqu'un s'aperçoive qu'ils ne respectent pas vraiment leurs valeurs. Hein, souvenez-vous, respecter ces valeurs. Donc, il y a cette période-là de surdité. Vous pourriez dire, ce sont des lâches. Ils ont, avec tout ce qu'ils subissent, hein, ils pourraient quand même se réveiller un peu hein, et affronter le réel. C'est pas si simple. Il ne faut jamais porter un jugement de cet ordre-là, parce que peut-être cette fois-là ou ces fois-là, ça ne se réveille pas, mais ça peut se réveiller. Un jour, laissons faire les choses. Hein. On n'a pas l'obligation que ça se passe là, aujourd'hui, maintenant, au moment où on assigne les gens à ce que ça se passe à ce moment-là. D'accord ? Ne soyons pas impatients, parce que c'est souvent, on nous dit, allez, presse-toi, dépêchez-vous, tu n'as pas fini d'être comme ci ou comme ça. Hein ? On peut avoir des jeunes à qui on dit, mais tu es encore dans ce besoin de te cacher derrière des choses, grandis, deviens un adulte. Hein ? Et le sens des responsabilités. Hein? Bon. Mais ils ne sont pas prêts. Et je vous dirai pourquoi ils ne sont pas prêts. C'est toujours le rapport maman et papa et l'enfant. Hein? D'accord ? Lui, il est comme ça parce que vous lui renvoyez une image comme ci, comme ça, et on a chacun une responsabilité dans cette histoire. Et la deuxième manière... deuxième chose qui se passe, c'est qu'il y a des individus qui, eux, se rendent bien compte que tout ça leur arrive et ils se disent, mais c'est ma faute. Je suis incapable de réagir, c'est ma faute. Donc là, la culpabilité qui leur tombe dessus oblige ces gens à avoir recours à toutes sortes de choses. Alors,
ça va quand même des antidépresseurs. Hein. D'ailleurs, le succès du Prozac à un moment donné, et d'ailleurs de tous les antidépresseurs, c'est ça. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont parfaitement conscients de tout ce qui leur est arrivé. De temps en temps, les mécanismes se mettent en place de réveil des images dans la mémoire. Hein. Seulement, ils ne sont pas prêts à basculer et à se mettre en rupture. Parce que la rupture, c'est l'inconnu. Hein. Ou alors ils sont prêts, mais la société n'accepte pas qu'ils soient prêts. On en parlera. Dès que j'ai terminé, je vous laisserai parler. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que j'allais justement vous dire que, en fait, on a une autre manière d'être. C'est ce que les chercheurs appellent le dépassement. Le dépassement. Qui en fait d'engagement et de choix. Et c'est là, et nous sommes d'accord, que devant le choix, l'engagement, et notamment des femmes, mais pas seulement, hein, des jeunes à qui on a promis un avenir mirifique et qui se retrouvent au chômage, qui se retrouvent dans des situations de détresse, on va y revenir, hein, quand on va parler des enfants boomerang, et des enfants tanguy, hein, qui ne peuvent plus quitter le foyer. Hein. Bon. Donc ce dépassement, cet engagement, ce choix, la société n'en veut pas. Plus vous êtes dans la rupture avec ce qu'on vous a promis et qui n'est pas venu, hein, évidemment que la société, ça ne l'arrange pas de voir des gens devenir maîtres de leur personnalité, hein, d'être dans le respect de leurs valeurs, pas des valeurs des autres. Je ne sais pas si on décidait là... nos valeurs, c'est la coopération, la compétition, on n'en veut plus, on change la société. Hein. Donc ça arrange personne. Enfin, si, nous, ça nous arrange, mais ça n'arrange pas ceux qui ont décidé qu'elle devait rester comme elle est. Comprenez? Donc on va tous nous mettre sous Prozac. J'espère que non, à la sortie. J'espère que non. Alors, j'ai quand même... je vais vous parler là... on va passer tout de suite à la situation des adultes. Donc c'est ce que nous sommes. D'accord? Mais les hommes et les femmes vivent de manière extrêmement différente ce qu'on appelle la crise du mi-temps de la vie. Et c'est très important parce que, si vous voulez, on a des hommes que l'on a assignés aussi, hein, à être, vous allez rigoler, hein, soit des hommes durs, insensibles, forts. Vous savez, le genre, non, on n'en est pas là, qui est le cow-boy, hein, le mauvais garçon même, le mauvais garçon, hein, le délinquant, hein, le mec qui joue des... Hein, tu vois un peu? Bon, donc celui-là, on lui a assigné un rôle. S'il n'est pas là dans la société, il manque. Il manque. Ah ben oui, parce que la société, il faut qu'elle dise aux autres... Vous voyez, les méchants sont vachement vite identifiés. C'est ceux-là. Vous voyez? Donc, une fois qu'on les a désignés, on est tranquille. Et eux, ils sont assignés à ce rôle-là. Donc, comment faire pour en sortir, hein? Donc, les hommes, premier constat, on les assigne à être des mecs. Et puis, on les assigne aussi à un autre rôle. Alors, la sociologue qui a inventé le concept l'a fait pour rigoler, mais elle a appelé ça l'homme-nœud. Mais il s'agissait d'une nœud de cravate. Hein. C'est de même. Bon. Donc, le nœud de cravate, parce que c'est l'homme, hein, qui fait du fric. La machine a gagné du fric et du pouvoir. D'accord? Celui-là, aujourd'hui, est le modèle de nos sociétés. C'est le modèle de nos sociétés. Notamment... ce qu'on appelle le vieux monde, l'ancien monde, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis. C'est de ça, c'est ça notre modèle. C'est l'homme, la machine à cash, quoi. La machine à faire de l'argent. D'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder le modèle qu'on nous agite. Hein. Ce sont des hommes qui ont énormément de pognon. Si tu n'as pas une Rolex à 50 ans, tu as raté ta vie. Hein. Hein, c'est ça, hein, c'est bien ça. Bon, si tu n'as pas plein de millions, et si tu ne peux pas t'acheter la super nana, un mannequin du coin, bon, tu as raté ta vie, hein, alors qu'en réalité,
Ça, c'est le soi assigné. Il y a plein de gens qui n'ont aucune envie de gagner de l'argent comme des dingues, qui n'ont aucune envie de vivre avec des mannequins, et qui ont envie d'avoir une vie qui leur corresponde à leurs valeurs. Et comment avoir le respect de soi quand on vous assigne à un rôle qui va à l'encontre de vos valeurs? Moi, il ne faut pas compter qu'on me fasse entrer dans un système de compétition pour gagner beaucoup de pognon et écraser les autres. Parce que c'est une question qui me ferait mal, qui s'attaquerait à mon soi idéal. D'accord? Donc l'homme nœud, et puis l'homme mou. Ah oui? Elle a dû encore avoir envie de rigoler, la sociologue. Hein, bon. Mais c'est une sorte de papa poule en réalité. Alors lui, on lui a assigné, vous savez, c'est assez rigolo parce qu'à un moment donné, on avait ça à la télévision ou dans les films, avec des hommes, avec des enfants, qui s'occupaient de... Hein. Le comble, ça a été 3 hommes et un dauphin, c'est ça? Bon. Certes, n'est-ce pas, mais ce n'est pas la majorité. Bon, sinon ça se saurait. Bon. Et on est toujours dans le partage très inégalitaire des tâches ménagères, hein, et surtout ce qu'on appelle la charge mentale. On commence à en parler maintenant, c'est la mode, hein, la charge mentale, mais enfin il faut reconnaître que nous l'avons quand même, hein, nous les femmes, hein, d'accord? Bon, sauf moi, parce que j'ai un mari exceptionnel. Voilà. Alors, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Alors, ces 3 hommes-là, 3 hommes dont ils correspondent aussi à un soi assigné, et c'est extrêmement difficile pour eux, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que, selon le milieu dans lequel on est né, selon l'école, selon... J'en profite pour parler d'école parce que je voulais vous dire qu'il y a, sur l'ensemble des maternelles de France, il y a 200 maternelles seulement d'où sont issus nos dirigeants. C'est-à-dire qu'ils se marient entre eux, ils se connaissent dès la maternelle, hein, histoire qu'ils ne risquent pas de rencontrer quelqu'un qui n'a pas de pognon, qui n'est pas dans la compétition, qui n'est pas dans le même milieu. Attends, ça serait la mise en rupture. Vous vous souvenez de la mise en rupture? Alors, là, je vais aborder un petit phénomène. Alors, j'y reviens là parce que c'est important. On parle de mi-temps de la vie tout à l'heure, les femmes et les hommes. Mais justement, il s'est passé quelque chose de tout à fait étonnant. Pendant un bon moment, on est resté sur ce qu'on appelle l'adulte étalon. C'est-à-dire étalon, comme le cheval. L'étalon, pas l'étalon. Bon. Donc, l'adulte étalon, c'était celui sur lequel les enfants s'étalonnaient. C'est-à-dire qu'ils essayaient de ressembler à leur père, les fils, et les filles à leur mère. Bon. Donc, ça a été une période, ça, qu'on pourrait dire, jusqu'aux années 70, dans nos sociétés. Hein. On avait ce modèle-là, ben, les filles ressemblent à leur mère, hein, vous êtes au foyer, etc. Bon. Et dans les années 70, la libération sexuelle, la révolution sexuelle, la pilule, les femmes qui veulent aller travailler, etc., etc. Et on se retrouve avec, dans les années 70, ce qu'on a appelé l'adulte à problème. Commence à s'imposer. Puis, petit à petit, cheminant, les années 90, les années fric, où on a Tapi et compagnie qui va nous transformer notre société. Tous les jeunes veulent devenir Tapi. C'est inquiétant, hein, moi je vous le dis. Hein. Bon. Heureusement, ça n'a pas duré aussi longtemps que ce qu'on aurait pu penser. Très rapidement, il s'est passé quelque chose qui est grave pour nos sociétés. Hein. C'est que les jeunes se sont retrouvés sans perspective. Chômage de masse. On a menti. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé de cette jeunesse à laquelle on a menti. C'est-à-dire, va à l'école, travaille, tu réussiras, tu auras un bon métier, tu auras une belle vie.
Bonsoir. Tu seras bien accueilli dans cette société. Hein. Elle sera faite pour nous tous. Et puis, on se rend compte que ces jeunes se rendent compte que c'est pas vrai. C'est très difficile. Et on voit arriver un phénomène, c'est pour ça que là, je vais m'arrêter un petit instant là-dessus, parce que c'est un phénomène très important, des enfants Tanguy. Vous savez, dont on a parlé tout à l'heure, des enfants boomerang. Alors, les enfants Tanguy, ce sont ceux qui n'arrivent pas à quitter le foyer familial. Alors que maman fait très bien la bouffe, hein. Elle fait aussi la lessive. Oui, merci, la lessive. Hein. Et puis, ils sont quand même bien tranquilles là. Bon. Mais ces enfants Tanguy, attention, hein, ce sont aussi des enfants, des adultes en fait, c'est plus des enfants, ce sont des adultes hein, qui n'arrivent pas à sortir du nid familial, sortir du nid. Et ceux-là sont en très grande difficulté et en très grande mésestime de soi. On ne le sait pas, toujours, parce qu'ils ne le montrent pas. Mais la difficulté à fonder eux-mêmes une famille, à sortir eux-mêmes, hein, c'est très difficile. D'accord ? Mais le pire, c'est le fameux phénomène des enfants boomerang. Alors, je voudrais vous en parler parce que, à l'heure actuelle, 50 millions de jeunes ont regagné la maison familiale en Europe. Vous entendez bien ce que je dis. Soit 10 à 15% de plus qu'il y a 20 ans. Donc c'est un phénomène colossal. Et ce n'est pas qu'un phénomène européen. Le Japon, c'est considérable, je vais vous donner les chiffres tout à l'heure, hein, et les États-Unis, qui était un pays où justement conquérir son autonomie, réussir seul par ses propres moyens, le self-made man, hein, eh ben non. C'est de plus en plus difficile. Et pourquoi? Ben parce que l'économie est en berne, hein, tout simplement. D'accord? Donc d'un côté, on a une famille qui est à moitié délitée, famille recomposée, famille difficile à construire, famille qui explose. Alors j'ai vu un film indien dernièrement, là, qui s'appelle Déesse indienne en colère, je crois, et où on voit une petite mémé indienne qui nettoie son pavé, tout ça. Et à un moment donné, elle voit arriver des jeunes filles et qui lui donnent à laver des jeans tout déchirés. Et elle regarde la fille et elle lui dit, mais à jean déchiré, vie déchirée. Et l'autre, elle repart, elle se pose des questions, elle se dit, bon, voilà, et elle repart. En réalité, pourquoi je vous parle de ça? Parce que les jeunes adultes âgés de 25 à 34 ans aujourd'hui en Europe, écoutez bien, 90% des Espagnols et des Portugais de 25 à 34 ans, on est bien d'accord, hein, vivent chez leurs parents. 70% des Allemands, 60% des Anglais, des Polonais, des Italiens vivent chez leurs parents. 27% seulement en France. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons, mais ça va, ça progresse, de 10% par an. Donc nous, l'année prochaine, on est à 37%. Hein. Vous êtes prêts à accueillir tous ces gamins? Hein? Moi, j'ai mon fils à la maison. Enfants boomerang, on les appelle. C'est-à-dire, ils partent avec une petite, mignonne, hein, et puis bon, ça se passe pas bien. Bon. Ou alors, ils partent, ils ont un boulot, ils construisent un nid douillet, ils ont un appartement, puis chômage. On paie le loyer, hein. On se retrouve donc dans une situation, il faut retourner chez ses parents seulement. Retourner chez ses parents, c'est bien gentil, mais bon, la cohabitation, c'était bien quand on était petit, hein. Mais après, bon, on en reparlera. Donc, voilà comment on les appelle. Pour revenir sur la mésestime de soi, parce que vous croyez qu'ils sont contents, ces enfants, de retourner chez leurs parents? Et vous croyez que les parents sont contents de les voir revenir, là, les emmerdeurs? Bon, alors, non, je le dis, par gentillesse, tu vois, mais quand même. Bon, alors, enfants boomerang, ça c'est la France. Pilleurs de nid, c'est en Allemagne qu'on les appelle comme ça, les pilleurs de nid, vous imaginez, hein?
En Angleterre, on les appelle les keepers, les voleurs dans les poches des parents. Vous vous rendez compte? Bon. Et en Italie, c'est les filles à maman. Les filles à maman. Bon. Donc, toutes ces appellations sont évidemment méprisantes. Même si, évidemment, elles attaquent l'estime de soi de toute une génération. Toute une génération. Et plusieurs générations, si ça continue. Et en réalité, à la base de tout ça, surtout, il y a la crise économique. En premier, il y a le mensonge. Le mensonge. Tu réussiras si tu travailles bien. Et en réalité, ils ne réussissent pas parce qu'il n'y a pas de moyens aujourd'hui pour avoir tous ces jeunes au travail et leur donner surtout une vie décente. Je vous signale qu'en Allemagne, vous vous rappelez du chiffre? 70% des Allemands. C'est pas le modèle allemand, là, qu'on nous vend? Mais comment ça se fait, alors? Ben, c'est très simple. C'est parce que les jeunes Allemands, ils gagnent 450 € ou 470 €, notre RSA, en allant travailler, en ayant de véritables contrats. 470 €. C'est difficile de vivre avec 470 €. Vous avez essayé, non? 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 Personne? Ouais? Oui, toi? D'accord. Eh bien, croyez-moi, ça ne doit pas être de la bibine. Hein? D'accord? Donc, pour toutes ces générations sacrifiées, c'est vraiment terrible. Mais pour les parents, on nous dit, ah ben les classes moyennes, elles doivent s'en sortir quand même. Hein? Sauf que si elles ont l'enfant boomerang, plus le senior, parce que n'oubliez pas qu'on a aussi des seniors, on a aussi des seniors en grande difficulté et qui se disent mais qu'est-ce qui va m'arriver, quoi, hein? Et qui appellent toc toc, hein? Alors ceux qui sont au milieu là, hein, les 40, 50, 60 ans, c'est nous, hein? C'est nous, hein? D'accord? Alors toc toc par en bas et toc toc par en haut. Donc c'est vrai que ceci est difficile. Alors toutes les générations, dites-vous que vos parents tapant à votre porte, c'est aussi de la mésestime de soi pour eux. C'est difficile de ne pas se dire, après tant d'années de travail, avoir tant cotisé, être quand même obligé de demander de l'aide. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire, l'estime de soi, c'est seulement l'individu qui se débrouille. La société, elle ne bougera pas, non. L'estime de soi, elle vient aussi du fait qu'on a à gérer des choses qui sont extrêmement compliquées et qui, de surcroît, ne nous concernent pas que nous. C'est ça la difficulté. Hein? Alors, pour cette histoire d'enfant boomerang, excusez-moi de faire je reviendrai après à d'autres choses, mais c'est très important parce qu'on a constaté que ces enfants boomerang, moins ils avaient de diplômes, et plus ils revenaient au nid. D'accord? Moins ils avaient de diplômes, plus ils reviennent au nid. D'accord? Donc ça veut dire que quelque chose de terrible aussi peut arriver, c'est que si la cohabitation dont on parlait tout à l'heure ne se fait pas bien, s'il y a conflit sans arrêt avec les familles, ce qui va se passer, c'est que ces jeunes vont se retrouver à la rue. On va les foutre dehors. Alors dire, écoute, c'est plus gérable, hein? D'accord? Donc tu sors. Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui, dans nos sociétés pourtant riches, hein, partout en Europe, des jeunes SDF, des jeunes dehors. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ben, il faut bien qu'ils vivent, non? Vous êtes d'accord avec moi? Ils ne vont pas se laisser crever. Bon, et bien alors, ils font des bêtises. On les retrouve, comme moi, je les avais retrouvés à la chronique judiciaire, en train de dealer ou de faire des bêtises plus graves encore. Hein. Donc, ils peuvent cambrioler, ils peuvent agresser des gens. D'accord? Ben oui, puisqu'ils sont seuls, livrés à eux-mêmes, dans la rue. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? Alors, je voudrais vous dire aussi que cette génération boomerang, elle a généré quelque chose de positif. Heureusement, parce que je suis tellement positive aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, elle a généré quelque chose de positif. Elle a formé le noyau dur des mouvements des indignés
des nuits debout, des gens qui étaient, qui réellement bougeaient. Donc là, ils se sont mis en rupture. Hein. Parce qu'ils ont dit, nous, on ne va pas remplir des cars entiers vers les tribunaux et vers les prisons. Hein. Nous, on va devenir des révolutionnaires. C'est une mise en rupture. Hein. Le pouvoir préfère les voir en prison qu'à faire la révolution. Il faut le savoir. Donc, ils ont formé les Nuits debout ici en Europe et aux États-Unis, ce qu'on a appelé le mouvement Occupy Wall Street, c'est-à-dire ils occupaient les salles, hein, ils occupaient des places publiques, etc. Bon. Alors, on va terminer sur ce chapitre-là, parce que je voudrais vous parler de quelque chose qui pour moi, a beaucoup d'importance, dont je vous ai très peu parlé jusqu'à présent. Vous savez, tout à l'heure, vous avez parlé du fait qu'on on est obligé d'accepter une période de transition où il y a de l'angoisse. Vous m'avez dit, on va tous se mettre sous Prozac. Non, justement. N'empêche que, pour ne pas s'y retrouver, il va bien falloir prendre des décisions. Hein. Donc, en réalité, comprendre que l'angoisse au sens où il y a des gens qui me disent « ce mot est vraiment terrible à accepter », d'accord, mais l'angoisse, c'est l'inquiétude c'est le doute, c'est la vie. Si vous êtes complètement rassuré et repu, imaginons qu'on vous dise « bon, eh ben, écoutez, hein, on s'occupe de tout, vous n'avez rien d'autre à faire qu'aller au supermarché, vous faites vos courses, vous rentrez chez vous, hein, et puis vous faites votre cuisine, vous nourrissez votre famille, terminé. C'est ça votre vie. » C'est moyennement intéressant. Seulement, il y a des dictatures, par exemple. Hein. Vous savez, quand on parle d'idéologie ou de religion, les deux, qui tendent à dire « nous, on s'occupe de tout ». Alors, prenons par exemple l'idéologie nazie, parce qu'elle est loin. Hein, elle est loin, mais pas si loin. Il faut se faire attention. Hein. Il y a des choses qui reviennent des fois. D'accord ? Donc, l'idéologie nazie, qu'est-ce qu'elle voulait ? Elle voulait ce qu'on appelle l'homéostasie sociale, c'est-à-dire un équilibre social. D'un côté, il y avait ceux qu'il fallait exterminer, faire disparaître, et les autres, eh bien, l'Allemagne nazie, des blonds aux yeux bleus. C'est facile. Pas d'handicapés. Parce que handicapé, c'est fatigant, il faut s'en occuper, hein, et puis ça coûte cher, et puis, bon. Et puis en plus, quand on est l'élite du monde, on ne peut pas avoir d'handicapés. D'accord ? Donc, ils se débarrassaient de tous ceux qui ne correspondaient pas à leurs critères. Ben, c'est ça, hein ? Calmer la société, faire en sorte que plus rien ne bouge. Le nivellement. Le nivellement. Hein ? Tout le monde, voilà. Alors là, du coup, plus personne n'a peur, puisque chacun est assigné à son rôle et plus personne ne bouge. Hein ? Bon. D'ailleurs, on s'est posé beaucoup de questions. Les historiens, moi j'ai beaucoup travaillé avec des historiens, se sont posé beaucoup de questions. Pourquoi au début les Juifs n'ont pas fui ? Parce qu'ils ne pouvaient pas y croire. Hein. C'est tellement énorme. D'accord ? Et aujourd'hui, c'est pareil. Hein. Les migrants, on a beau leur dire, dans leur pays, attention, hein, on vous attend ici pour vous faire crever dans les Alpes, pour vous laisser mourir en Méditerranée, ils n'y croient pas. C'est pas possible, c'est inimaginable, d'accord ? Donc, les choses que nous devons avoir en tête, c'est que nous n'avons pas besoin d'une société complètement plate où il ne se passe rien. C'est pas ça qui nous intéresse. Hein ? On doit accepter le doute. On doit accepter que le sens des responsabilités nous mette dans des périodes de doute avec nous-mêmes. On n'aura pas toutes les réponses. C'est pas possible. D'ailleurs, il y avait à un moment donné une super publicité concernant les livres, la lecture, les livres. Hein. Il disait toutes les réponses sont dans les livres, toutes les questions aussi d'ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant.
Et donc, ce qui se passe dans nos sociétés aujourd'hui, quand on est dans le doute comme ça, il y en a qui se disent, ben on va revenir à nos enfants boomerangs, mais il y a des adultes qui sont comme ça toute leur vie, ils restent adolescents. C'est-à-dire qu'ils se mettent dans une position où on est toujours on n'a pas le sens des responsabilités, quoi qu'il arrive, tant pis, on fait la fête, on est jeune, on est adolescent. Cette notion d'adolescence, c'est surtout une peur de ne pas être à la hauteur. Ne pas être à la hauteur de ses idéaux, ne pas être à la hauteur de son respect de soi. On a tellement la trouille, finalement, de ne pas devenir de vrais adultes selon son cœur, selon ce que l'on veut vraiment être. On a tellement peur de ça que finalement, on préfère rester adolescent. Tout le monde dit « Oh ouais, mais lui, tu sais, il est un peu... ou elle est un peu farfelue, tu sais, bon, on ne peut pas trop lui faire confiance, tu sais, bon, elle est un peu bizarre. » Évidemment, c'est bien. On est mieux dans cette position-là où on est celui à qui on ne demandera jamais rien parce qu'il est un peu tartignol. Et puis, il y a celui, et je sais que quand vous sortirez d'ici, vous aurez envie d'être celui-là, ou celle-là. On préfère. Les deux. L'individu qui devient responsable de son angoisse et qui accepte la complexité du lendemain et sa propre responsabilité dans les difficultés à être soi et à permettre aux autres d'être soi. Parce que pensez-vous, imaginez-vous, vous, face à vos parents, à vos enfants, à vos patrons, à vos amis, est-ce que vous êtes toujours vous? Est-ce que vous ne trichez pas un petit peu? Vous n'êtes pas un petit peu dans une position où finalement, quand même, plus confortable. On n'a pas à rediscuter tout le temps, à toujours répéter toujours les mêmes choses. Et puis, on ne se met pas en rupture avec celui qui peut être sa hiérarchie. Je me souviens d'un commerçant qui m'avait raconté, il y a des fois des clients, j'ai envie de les battre. J'ai envie de leur balancer des baffes. Je me retiens, je ne sais pas comment. Et il m'avait dit, quelquefois je rentre chez moi, je me rends compte que je bats mes enfants. Non, mais je parle sérieusement. Ben oui, il se retient jusqu'à flanquer des baffes à ses gosses après. Donc, tant qu'à faire, battez vos clients. Mais le mieux, je plaisante bien sûr, mais bon, pourquoi pas. Mais surtout, se dire, attention, au moins savoir que, effectivement, cette angoisse est créative. Si je le sais, que j'ai envie de battre mes clients, et que je bats mes enfants à la place, je ne battrai plus mes enfants. Parce que je le sais. Parce que quelque chose en moi a accepté de l'entendre, avec toute la culpabilité qui va avec. Et quand je me dis, ouais, mon fils, il est comme ci ou comme ça, et c'est ma faute aussi, pas seulement la sienne et celle de son père, ce qui est vrai aussi. Mais au moins, je l'accepte. Accepter de voir que... et cette... Attention, quand je dis c'est de la créativité, ça va très loin, la créativité. Parce que à partir du moment où vous vous dites, bon, j'ai identifié le nœud du problème, c'est une véritable rampe vers le savoir. Comment je vais régler ça? Comment je vais régler ce problème? Alors après, il y a essayer de trouver les bonnes personnes, on en a parlé, essayer de savoir, est-ce qu'il y a un coach, un tuteur, un ami? Est-ce qu'il y a une bonne femme qui fait une conférence un jour dans un centre culturel? Est-ce que c'est, au contraire, en moi et en moi seulement? C'est rare. Est-ce que c'est des livres? En tout cas, ce qui est certain, c'est que la conscientisation, ce qu'on appelle la conscientisation, la conscience d'être soi, la conscience de son soi idéal, qu'est-ce que je veux être vraiment, c'est le début de la réussite vers l'estime de soi. C'est un bon début. En sachant que à chaque fois,
vous allez avoir les résonances dans la mémoire. Donc si vous vous dites, ah oui, mais alors si j'agis comme ça me rappelle que je me suis pris la dernière fois une bonne claque, ou que ça s'est très mal passé, ou que... Dites-vous que c'est pas parce que la fois d'avant, ça s'est pas bien passé, on est dans un contexte différent. Les contextes évoluent sans arrêt. On n'est jamais dans le même contexte, c'est pas vrai. Même si on a l'impression que son enfant ne bouge pas du tout, que ses parents sont toujours les mêmes, pas du tout. Il y a toujours une petite évolution. Et cette petite évolution, c'est là que vous devez être suffisamment conscient pour vous en saisir et en faire le savoir qui vous permettra de bouger vous, de faire bouger tous ceux qui sont autour de vous et sans lesquels finalement, parce que on ne l'a pas abordé, mais c'est très important, l'estime de soi, elle est pour soi, elle est pour les autres aussi. Elle ne suffit pas, l'estime de soi, pour les autres. Moi, si j'arrêtais pas de vous répéter, je vous estime énormément. Si vous ne le ressentez pas en vous, que vous vous estimez vous aussi, ça n'aura pas les effets qu'il faut, l'effet qu'il faut. Par contre, il faut évidemment, une fois qu'on a travaillé son estime de soi, il faut évidemment être en société, pour vivre en société. On est des animaux sociaux. On n'est pas tout seul dans une tente, ou alors, sauf certains yogis en Inde, ou je ne sais pas où, des ermites, bon, voilà. Mais en dehors de ça, nous sommes des animaux sociaux. Ok ? Bon, eh bien écoutez, si vous avez envie de dialoguer avec moi, c'est quand vous voulez. Voilà, on a fait un peu le tour de la question. Et je vous parlerai de quelque chose si vous ne me posez pas la question. Tout ça. Allez, est-ce que vous avez des choses à me demander? Ça vous a plu, non? Très bien. C'est vrai? Est-ce que ça répondait un peu à ce que vous espériez? Oui, mais j'aimerais bien savoir justement comment s'estimer soi-même. Alors, en fait, s'estimer soi-même, ça dépend beaucoup du fait que vous allez accepter que ce que vous allez découvrir ne va pas trop à l'encontre de ce que vous êtes en train de vivre. J'allais vous donner un exemple, mais il faut, pour s'estimer soi-même, il faut être sûr qu'on est dans ses propres valeurs et pas dans les valeurs qu'on vous a imposées. Sinon, vous n'y arriverez pas. Vous n'arriverez pas à vous estimer suffisamment. Si, par exemple, on vous a imposé un certain nombre de choses depuis l'enfance, je ne sais pas, on vous a dit, vous êtes ceci et pas autre chose. Et que vous, au fond de vous, vous aviez envie de faire autre chose, complètement, et d'être une autre femme, d'être une femme différente. Eh bien, l'estime de soi ne se réalisera que quand vous aurez accepté de devenir cette femme différente. Et que vous l'aurez imposée aux autres. C'est une crise, c'est une mise en rupture. Vous voyez? C'est-à-dire que tant qu'on vous dira, vous êtes comme ça, et que vous vous sentez autrement, écoutez, le soi assigné, le soi qu'on vous impose et celui que vous êtes réellement, votre soi idéal, ce qu'on appelle le soi idéal qui est le vôtre, s'affronteront toujours. Vous ne pouvez pas le dire. Vous comprenez? C'est vraiment impensable de se sentir bien quand on a... c'est comme si vous aviez des chaînes. Et le plus dur, c'est peut-être de trouver quelles sont justement les choses qui sont en soi et les faire éclore, parce qu'on ne les connaît pas toujours. Mais absolument. On les a tellement enfouis que pour les retrouver, c'est pas évident. C'est très difficile. Et d'ailleurs, alors, il y a la chose qui peut nous y Retrouver aider. ces fameuses valeurs dont tu parles là. Quand je parle des endocettes, fameuses images coincées dans la mémoire, quelque chose d'assez loin, bon. Il y a des gens qui les refoulent. C'est-à-dire que quelquefois elles remonteraient à la surface, tu vois, mais dès qu'elles sentent, les personnes, qu'elles... Je vais avoir accès à quelque chose qui est moi, vite, glouc, je m'enfile un Prozac.
Ou alors, j'en ai pas parlé, mais c'est très important, je tombe dans l'addiction. Le jeu, le sexe, n'importe quelle addiction, la drogue, l'alcool, ce sont des addictions. Hein. On sait par exemple que le jeu, je tiens à vous le dire, le jeu est aujourd'hui une des plus graves addictions de nos sociétés. Les gens se ruinent. Ben oui, mais D'accord. devenir riche. Mais absolument, parce qu'il y a des valeurs qui sont associées à cette histoire d'argent. Hein. On n'arrive pas à le gagner de manière honnête, on n'arrive pas à le gagner de manière délinquante parce que ça va. On n'ose pas aller jusque-là, hein. Donc il y a le jeu. Que faire? D'accord. Donc, pour arriver à sortir véritablement ces valeurs, si vous voulez, hein, véritablement à les faire sortir, extirper de l'archéocortex, hein, eh bien, il faut les laisser monter. Il faut accepter ça. Ok? Il y a quelqu'un d'autre? Moi, j'aimerais Oui. simplement parler de fin de vie, où effectivement, il y a aussi ce questionnement de l'estime de soi. Mais j'ajouterai dans la direction réconciliation de soi. Et ça, c'est très important. Si la personne en question qui est en train de mourir, ça peut durer plusieurs mois ou ça peut durer quelques jours, puisse le partager, en parler. Alors, non seulement vous parlez à quelqu'un qui est très touché par ça, hein, donc parce que j'ai beaucoup travaillé. Cette conférence, habituellement, elle n'est pas faite dans ces conditions-là. C'est extrêmement rare, ça arrive, hein, mais c'est rare. Par contre, j'ai été sollicitée dans des hôpitaux avec des soignants qui travaillaient dans les unités de soins palliatifs, qui travaillaient aussi, d'ailleurs je ne sais pas s'il devait y avoir ici, mais elle n'est pas venue aujourd'hui, une personne qui travaille auprès des femmes qui ont des cancers du sein, restez femmes après un cancer du sein, etc. J'ai travaillé l'estime de soi auprès de ces personnes. Et je dois dire que dans les EHPAD en particulier, mais surtout les unités de soins palliatifs, parce que c'est là que j'ai rencontré, je me suis rendu compte que la personne ne se réconcilie vraiment avec elle-même que quand elle accepte que tout ce qui a été les erreurs, entre guillemets, qu'elle considère les erreurs de sa vie, et qu'elle a enfoncé au plus profond. Là, moi j'ai une amie qui a reçu toute sa famille, qu'elle n'avait plus vue depuis des années. Elle a fait revenir ses enfants auprès d'elle et des enfants avec qui elle était en rupture totale. Il y avait, vous savez, c'est la fameuse chanson d'Aznavour, la maman, n'est-ce pas, où il fait revenir même Giorgio, le fils maudit. D'accord. Donc, en fait, là, on se réconcilie avec soi, avec les autres, et on doit laisser le terrain propre en partant. Je crois que c'est ça. Il y a une sorte de pureté, de besoin de faire le vide de tout ce qui a encombré. Or, n'attendons pas le dernier jour. Hein. N'attendons pas les derniers jours. Je pense qu'il faut faire remonter des choses qui ont du sens pour nous, qui vont nous aider à vivre et à être bien dans sa peau. Parce que le but quand même de tout ça, hein, c'est être bien dans sa peau. C'est ne pas avoir à gérer des choses d'abord qu'on ne comprend pas. Quelquefois, il y a des gens qui disent « mais elle a tout pour être heureux ». Il a tout pour être heureux, elle a tout pour être heureuse. Qu'est-ce que c'est ça, hein? Du pognon, des enfants, une belle maison, voilà. Ou alors un beau métier. Hein? Et alors, ça ne veut rien dire. On est bien d'accord. Pourquoi? Ben parce que l'estime de soi idéale, c'est pas ça. Ça, ce sont des choses assignées. D'accord? Donc à partir de là, tant qu'on n'a pas trouvé à faire remonter ces endocètes, à réveiller ce processus de mécanisme, hein, parce que c'est un véritable mécanisme. En réalité, quand on en a réveillé un,
Après, c'est difficile de rendormir. Hein. C'est comme des enfants. Hein. Il y en a un qui se réveille, il réveille tout le monde. Et après, pour endormir les gamins, c'est difficile. Hein. Bon. Donc, c'est exactement ça. D'accord? Donc, on a un truc qui se réveille, qui réveille d'autres. Et petit à petit, ben, après tout le monde est réveillé, autant qu'on parle. Hein? D'accord? Moi, je dirais, m'avait mis un petit peu le doute dans, par exemple, l'éducation. Enfin, personnellement, dans l'éducation, par exemple, de mes enfants. Quand on part, par exemple, sur le fait de dire à nos enfants, ne me réponds pas. Alors, ne me réponds pas à moi, ne réponds pas à tes instits, ne réponds pas à un adulte, tu dois le respecter. Et du coup, de faire ça, est-ce que ça ne les bloque pas dans leur estime de soi, justement? À votre avis? Pour moi, oui, du coup. Oui. Pour moi, oui. Oui. Quand je vous entends, du coup, je me dis, je croyais bien faire. Et puis après, maintenant, si on les laisse faire, c'est l'indépendable. Hein, enfin, mais si on les... C'est un peu contradictoire. Ne me réponds pas, et on sent la frustration de l'enfant éventuellement. Et s'ils nous répondent, alors du coup, notre vrai soi va sortir, je pense. Exactement. Et ça va peut-être pas nous reconnaître, l'enfant, et nous non plus d'ailleurs. Mais il faut quand même, je pense, un petit peu mentir. Oui. Pour avoir un équilibre, je pense. Parce que C'est surtout, il faut le faire progressivement. Oui. C'est-à-dire qu'une fois qu'il se sera habitué à voir la maman différente, lui, il aura un peu plus d'estime de soi, de plus en plus d'estime de soi, de plus en plus à un moment donné, on sera face à face. D'accord? À mon avis, si ça se passe comme chez moi, ça va un peu s'affronter. Mais en même temps, vous pouvez pas... Mais non, mais c'est obligatoire. C'est obligatoire. À un moment donné, si vous voulez, c'est ce que je vous parlais par rapport au doute. Vous, en faisant ce que vous faites, que je ne critique pas, parce que je n'ai pas le droit de critiquer ça, je vous apporte des éléments de pédagogue, puisque moi j'étais psychosociologue et j'ai enseigné à l'université. Donc moi ce que je vous dis, c'est que en faisant ce que vous faites, vous bloquez la parole. Bon. Donc la parole, c'est justement ce qui peut vous permettre d'évacuer les doutes sur l'estime de soi. Vous, ce que vous essayez de faire là, c'est de faire en sorte que la chose soit bien délimitée. Hein. C'est la forme de carcan en fait, hein, un carcan éducatif. Bon, après, c'est plus confortable. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de l'idéologie, je ne vous dis pas idéologie nazie là, hein, mais je vous dis une idéologie qui met en carcan. Or, nos enfants déjà ont beaucoup de carcans. Beaucoup de carcans parce que la société les assigne déjà. Vous comprenez? Donc si vous en rajoutez, ça fait beaucoup. Mais on n'a pas trop le choix. On a le choix, parce que le choix, c'est... mais moi je dis que ce sont des choses qui se font progressivement. C'est-à-dire, on ne peut pas toujours les priver de parole. Il y a des moments où la parole est nécessaire. Elle doit peut-être s'exprimer dans un cadre. C'est-à-dire que... ne me réponds pas sous cette forme. Voilà. S'exprimer dans un cadre. Et on se retrouve... Alors, déjà, l'expression la plus mauvaise, c'est celle de la colère. Donc, une fois que le moment de crise est passé, il faut qu'on ait un moment de parole. C'est fondamental pour que la personne se construise quand même autrement que par opposition. Parce que sinon, il va se construire par opposition à un modèle qui l'aura empêché d'exprimer ses doutes et ses angoisses. Hein? C'est bien. Moi, ce que je veux, c'est de l'interrogation. Questionnez-vous. Questionnez-vous. Parce que personne n'a une meilleure réponse que vous par rapport à votre propre sujet. Hein? Puisque personne ne vit à votre place. Donc en fait, quand moi j'aime bien donner des exemples de ma propre vie parce que ça fait rire les gens d'abord et puis en plus j'ai à peu près réglé, géré un peu tout, mais je ne m'attendais pas moi à avoir un fils boomerang, du tout. Hein? Faut gérer la nouveauté là, d'accord? Alors si on arrive à se dire que ce n'est qu'un épisode d'une vie qui continue, c'est ça, vous comprenez? On n'est pas là, on ne va pas se dire « Oh, mon Dieu, il va rester 100 ans ». Non, hein?
C'est un épisode d'une vie qui continue. D'accord et en plus, il faut leur laisser... Vous savez, combien vous avez d'enfants? 3. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, le monde est très dur pour ces jeunes générations. Très dur. Leurs parents sont certes là pour leur donner le droit chemin, mais aussi pour les rassurer dans un monde effroyable. N'oublions pas de les rassurer. Parce que, à part nous, hein, alors peut-être il ne faut pas non plus en faire trop, il faut faire attention, hein, à pas être, parce que sinon après c'est les fils à maman, hein, et ils n'arrivent plus à sortir, ils n'arrivent plus à partir, hein, c'est tellement rassurant d'être dans sa chambre. Bon, mais quand même, un peu de rassurance. Hein. Qu'en pensez-vous? C'était ce que vous attendiez là, un peu? Vous avez des questions? C'était la même question, mais en fait, j'ai entendu tout à l'heure, vous avez dit il faut les stopper, mais il faut faire passer le moment de colère et après aller les parler. En fait, je le fais, je m'énerve. C'est normal. Voilà, c'est comme ça, je leur parle et tout, je boude en fait. Je boude, je m'énerve et je les laisse. Et 2 heures après, et une fois que le calme arrive, j'y vais, je parle avec eux. Et je les prends dans mes bras et après je dis, ben voilà, c'est pour ton bien. Donc je dis ça. C'est ce que je fais. Et après, je ne sais pas si c'est bien ou pas, je ne sais rien, mais c'est ce que je fais. De toute façon, il faut qu'ils aient un temps de parole. Ça, voilà. Il faut qu'ils aient un temps de parole et que ce temps de parole se fasse dans un moment sécurisé. Ça, on le sait très bien. Prenons nous-mêmes, on ne va pas chercher chez eux. Hein. On s'engueule avec notre mari, par exemple, ou avec sa mère, ou avec... D'accord, ça arrive. Ça arrive aussi. Bon. Au moment où la dispute est la plus violente, c'est pas le moment où on avance le plus. On le sait très bien. C'est plus tard. Hein. Et quelquefois, beaucoup plus tard. Parce que, je voulais pas reparler, mais bon, hein, des fois, il y a longtemps que la chose est arrivée, mais on l'a gardée un peu là, et on s'en souvient. Hein. Bon, on a envie d'en reparler. Donc, les enfants ils ont envie à un moment de nettoyer, de faire propre, d'être au fait. Parce que vous avez entendu, peut-être, je ne sais pas ce que je disais au tout début, quand j'ai dit attention que si nous ne sommes pas tout à fait nous, ils ne seront pas tout à fait eux. Souvenez-vous de ça, hein. Et c'est valable à chaque fois. Plus vous êtes honnête, plus ils le sont. Moins vous êtes honnête, moins ils le sont. Vous leur mentez en leur disant, vous savez très bien que, bon, pour les garder dans le droit chemin, il faut raconter un peu n'importe quoi ou pas tout à fait la vérité. Quelque part, ils se conforment aussi au modèle que vous attendez d'eux. Vous n'avez pas la vérité de ce qu'ils sont vraiment. Hein. Ils ou elles, hein, d'ailleurs. Hein. Pareil pour les filles. Moi, j'aimerais comprendre, c'est juste ce que vous avez dit tout à l'heure à l'homme... L'homme nœud, l'homme dur. Mou. Mou, ouais, ok. Mais mou, c'est plus pas tout, non? Oui. Ça. L'homme nœud, celui qui fait du fric et tout ça, non. Non, la personne qui est un peu macho. sourde, je dirais. Ah non, la surdité. Par exemple, une femme qui est assez dynamique, qui prend un peu sa vie à part, je dirais, et qui a un mari un peu je me laisse... Pourquoi cette femme, elle se passe comme ça? Elle supporte. Ils sont tous comme ça. Pas tout à fait, mais bon. Non, mais des fois, cette femme, par exemple, a du mal à supporter plus dans la critique de cette personne qui ne réagit pas. En fin de compte, en vous entendant, je me dis que peut-être que cette femme veut rentrer cet homme, cet enfant, j'en sais, moi je donne cet exemple-là, dans le moule de la société, comme disait la dame. Pourquoi on ne supporte pas, par exemple, cette personne qui ne réagit pas comme tout le monde devrait réagir? Pourquoi notre cerveau ne réagit pas ou se dire la personne elle est comme ça, elle est sourde parce qu'il pourrait la toucher, ou alors elle est plus lente, ou elle est moins réactive. Mais pourquoi notre cerveau à nous ne l'accepte pas? Alors que l'autre personne n'est pas obligée d'accepter notre...
on se met pas... on se Vous met n'êtes pas au même niveau. Vous avez vu C'est tout ça, à je crois l'heure, que c'est voilà. ça. Mais pourquoi on l'accepte pas alors que par exemple il y a de l'amour par exemple? Ah ben vous l'acceptez pas, attendez, c'est normal, puisque Donc, la société vous envoie, vous faites le rôle du mec, donc du coup, la société... Ben oui, non, mais la société va dire qu'est-ce que c'est ça, toutes les valeurs sont inversées. Ben oui, non mais... Parce qu'il y a un rôle. Mais bien sûr, mais parce que la société voudrait qu'il y ait des rôles, elle voudrait qu'il y ait des statuts, elle voudrait, elle nous assigne. Oui, mais Hein. inconsciemment on rentre là-dedans sans forcément le vouloir. Mais bien sûr, On n'arrive pas à se... attendez, une société c'est puissant. Et puis attendez, quand on parle de notre société, c'est toutes les générations qui nous ont précédés, qui nous envoient tous ces messages aussi, vous comprenez? Donc, ce que vous faites, c'est une mise en rupture. Vous avez vu, on en a parlé tout à l'heure. Donc il y en a un de vous deux qui est plutôt, alors, ou dans la surdité ou dans l'appréhension, c'est-à-dire, par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui tomberait dans une forme d'addiction pour ne plus penser, ne plus... D'accord? Donc ça pourrait être le jeu, la drogue, n'importe quoi, l'alcool, etc. Moi, j'en connais des gens comme ça. Je connais des hommes qui, la femme porte tout. Eux, à part porter leur appareil génital, c'est tout. Hein? Eh oui. Eh oui. Non mais, vous comprenez? Et la société, en voyant des images extrêmement dures sur ce genre de couple, l'homme est de plus en plus mal. Parce que n'oubliez pas ça. N'oubliez pas qu'une addiction, c'est une souffrance. C'est ce que je me dis. Eh oui. On rabaisse cette Mais personne-là, bien sûr. on la laisse pas être soi-même. Mais bien sûr. Alors, il n'est pas tout à fait lui-même en faisant ça. Hein. Il fait ça parce que vous êtes ce que vous êtes. Mais méfiez-vous du truc. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas tout à fait lui-même parce qu'il voudrait peut-être, il ne serait certainement pas un homme Dieu, mais il voudrait peut-être être un petit peu autre chose que ce à quoi on l'a assigné. Peut-être que ça vient pas de vous, hein. Ça vient peut-être de maman, ça vient peut-être de la manière dont tous les hommes ont été élevés de la même manière, etc., par une forme de société. Après, c'est pas faire... on peut avoir des chocs, des chocs aussi de culture. Dans certains endroits, vous allez avoir encore plus de difficultés. Mon frère vit à Los Angeles avec une femme chinoise, hein. Donc il y a des chocs de culture dans tous les sens. Bon, et lui, à part boire des coups, aimer sa bière et son Bordeaux, hein, ben, elle fait tout. Elle dirige une société, c'est une femme extrêmement riche, très dynamique, belle, elle a tout pour elle. Et mon frère, il est là au bord de sa piscine et il attend que ça se passe. Bon, c'est comme ça. Non mais... la chance, hein. C'est pas sûr. Je sais pas. C'est pas sûr. Je sais pas. Je sais pas quand tu dis il a trouvé le bon plan. Je ne sais pas. Je ne crois pas même. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que lui, il est dans une position où a-t-il le choix de sortir de la piscine et de faire autre chose? C'est pas ça le bonheur quand même. Ça dépend pour qui. De toute façon, je n'apporterai pas toutes les réponses ce soir. Mais bon, si déjà il y a des interrogations, c'est très bien. Par exemple, quand on abaisse, Lui, peut-être que ça agite. tu vois rien, par exemple, ou toi tu n'es pas capable de faire ci, de faire ça, tu n'es pas comme les autres, est-ce que ça peut... Ça, c'est terrible. Il n'y a rien de tel pour C'est traumatiser terrible parce quelqu'un. qu'en fait, si vous voulez, enfant, ça va être le premier traumatisme. Vous savez, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, la petite fille qu'on fait tourner avec son cahier, tout ça, qui a été battue, etc. Celui qui entend souvent « t'es qu'une nullité » ou même « tu ne corresponds pas à ce que j'espérais ». Ça, on le dit tous et on l'a tous entendu. D'accord ? Si vous saviez comme c'est destructeur, c'est extrêmement destructeur. Parce que à chaque fois qu'on va se retrouver, je vais vous donner un exemple. Là, moi, je fais des formations à des concours. Hein, je forme les gens pour qu'ils passent des concours. Bon. De la haute fonction publique. Hein, donc, c'est des gens qui ont des tas de diplômes et tout. Bon. Mais ces gens-là, quand ils se retrouvent dans des lieux de formation, Alice rigole parce qu'elle aussi, elle forme des gens. Et on voit ça tout le temps. Ils se rappellent quand ils étaient petits. À l'école primaire, oh, ça leur revient d'un coup, paf,
Il y avait le prof de machin, l'institutrice, elle se foutait de moi, elle me méprisait, tout le monde me regardait de travers, j'arrivais jamais à faire mes opérations. Ils ne se souviennent que de ça. Vous voyez les traumatismes de l'enfance, les traumatismes Et alors, ce qui est fou, c'est que ça se répercute. C'est vraiment, quand on parle d'un effet de résonance, c'est terrible, quoi. Hein, ça fait résonance, 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 et un jour, boum. Alors, ou on fait une grosse dépression parce que on n'a pas pu gérer le truc, ou alors on fait tout péter. Moi, j'ai un jeune là, un jeune, il a 40 quelques années, il a tout plaqué, sa femme, son métier, son truc, et il est devenu musicien. Il joue dans un groupe. À 45 ans, il était informaticien chez IBM. Donc, si vous voulez, à un moment donné, ça craque. Ça craque. Mais bon, aussi, on est actuellement dans une société où quand ça craque trop, la société elle a du mal à le laisser passer. Hein. C'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup d'antidépresseurs. Alors, donnez-moi un exemple quand vous dites... Les antidépresseurs ne sont pas forcément demandés par les gens, oui, mais ils sont prescrits. Ils sont prescrits par des gens qui ne peuvent pas trop en entendre non plus et qui ne laissent pas la place trop à la parole non plus, à ce que ça craque aussi, quoi. Mais je suis d'accord avec vous. La société, elle étouffe bien. Mais bien sûr. Mais les médecins, d'abord, ils ne sont pas formés à écouter, mais pire que ça, c'est avec la désertification médicale, il faut en revenir à ça. Ils n'ont plus le temps, ils vont accorder un quart d'heure aux gens. Il leur faudrait 1 heure. Avant, les médecins de famille, ils écoutaient pendant 1 heure. Et oui, ils allaient sur place. Ben, bien sûr, ils allaient chez les gens. Ils restaient assis à la table familiale et ils écoutaient. Les médecins, il y a même les organismes. Ils ont aussi ce même réflexe. Ah ben mais oui, mais attendez. Alors, si vous voulez alors si on rentre là-dedans, parce que c'est très dur. Là, on peut en parler parce que, si vous voulez, la dernière conférence comme celle-ci, moi je l'ai faite à Montpellier, et c'était des toxicomanes en insertion, donc qui sortaient de leur difficulté, et des gens qui avaient été dépressifs, de très gros dépressifs, et qui accédaient aussi, qui commençaient à sortir de leurs problèmes, etc. Donc moi j'ai eu ces gens pour les remettre dans les salles de soins. Mais je me suis rendu compte, la psychiatrie est dans un état pitoyable. C'est absolument terrible. D'accord? Donc, au lieu d'être dans... on a eu une période où c'était le tout, psychanalyse, le tout, on parle de tout, on se répand, etc. Et aujourd'hui, c'est le tout, je te pique, je te fais avaler des machins, etc. Donc, c'est très grave. On revient à ce qu'on appelle la camisole chimique. Mais on est d'accord. Hein, et là, ouais, alors là, le problème, c'est que c'est toute une société qui est à revoir. Quand on ne retrouve pas les gens psychiatriquement atteints dans les prisons, parce qu'il n'y a pas de place en psychiatrie, il faut les mettre quelque part. Hein. Donc, c'est-à-dire que le travail, il se fait, mais qu'à un moment donné, la société telle qu'elle est aujourd'hui réenferme l'individu dans une problématique que malgré tout, lui-même, il en sortait en fait. Mais on le remet dedans, parce qu'en fait, la société n'a pas le temps de les gérer, n'a pas le temps de... Et puis c'est des questions fondamentales de société en fait. Il faut repenser comment vivre la société. Quoi. Comment vivre ensemble, hein, avec véritablement. On revient aux notions du début, de la coopération, de l'entente, de la compréhension des autres. Hein, d'accord? Regardez comme on est ici ensemble et différents, et combien on s'enrichit des questions que nous nous posons les uns les autres. Je veux dire que je suis persuadée que des gens ici découvrent d'autres personnes en se disant « Ah ben tiens, il pose la question que j'aurais posée. » Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire ça me rappelle une phrase de Paul Ricoeur, qui est un philosophe, qui disait « Je est un autre ». C'est-à-dire qu'en fait, entre lui et moi,
n'y a rien de différence, quoi. Et quand vous parlez de ces histoires d'enfermer les gens, de renfermer les gens, en fait, qui sont en train de s'en sortir et qu'on remet dans le... Mais vous savez que c'est pareil dans tous les contextes. C'est-à-dire, il y a évidemment le contexte psychiatrique, mais c'est aussi le contexte social. On a des jeunes qui essaient de sortir de... Moi, j'ai connu ça, c'est pour ça que j'en parle. Des jeunes qui essaient de sortir de la délinquance, qui étaient vraiment d'en sortir. Hein. Seulement, ils sortent de prison, on leur propose rien. C'est un vrai désastre. Donc, eh ben, ils se remettent dans des trucs qu'ils connaissent, ils retrouvent les mêmes copains, ils retrouvent les mêmes... Et à la limite, comme ça, ils ont un petit peu de confiance, un petit peu de rassurance, fameuse rassurance dont on parlait. Bon, essayez de la trouver, de se faire reprendre dans les bras. Si tu es fait. Il faut avoir un peu d'estime de soi, mais pas trop. Oui, Ah oui. je comprends bien, j'entends bien. Si je pouvais tout changer, je ferais beaucoup de choses. Je peux poser une question? Mais bien sûr. J'ai un exemple cet après-midi justement qui me revient comme ça. Je ne sais pas comment m'en sortir. Peut-être que toi, tu vas pouvoir me donner une solution. Je connais une dame qui a 80 ans, quelque chose comme ça. Et sa banquière a fait un signalement auprès du tribunal en disant qu'elle dépensait son argent, qu'elle faisait des choses qu'il ne fallait pas et tout ça. Et en fait, bah oui, déjà de quoi je me mêle, mais en fait, elle a fait un signalement sur cette dame-là, mais c'est pas elle, la personne qu'elle aurait dû signaler, c'est quelqu'un d'autre. Mais n'empêche qu'elle, maintenant, du fait qu'elle a été signalée, il y a le tribunal qui s'en mêle et on veut lui mettre un tuteur. Voilà. Et elle ne veut pas, elle rue dans les brancards en disant « mais moi je fais ce que je veux, de toute façon si je veux dépenser mon argent, ça me regarde, je suis parfaitement, moi je la connais, elle est parfaitement... Elle est lucide, Elle a Mais absolument, c'est pas une folle. Non mais on... Absolument. Cette société, C'est le tribunal qui va lui désigner un tuteur. alors cette société est une société de la mise sous tutelle. Oui. C'est-à-dire qu'il faut absolument empêcher les gens d'avoir une autonomie, une indépendance et une intelligence libre. Mais comment elle peut faire là? Ah ben il y a des recours. Hein. Alors là, Elle mais on en n'est pas parlera. riche, elle ne peut pas prendre un Non, avocat, un truc comme ça. Même sans avocat, Voilà. je t'en parlerai pour qu'on... Ouais, parce que Les c'est conciliateurs pas déjà. Il y a Je vais pas laisser faire ça. il y a des organismes qui s'occupent. Alors, dites-vous que les seniors, on en a parlé un petit peu là, les seniors sont gravement menacés. D'abord parce que contrairement à ce qu'on dit, les retraités sont pas riches, hein, en tout cas une grande majorité d'entre eux, au contraire, ils sont obligés de vivoter, etc. Ils mangent des fois n'importe quoi, ils se retournent vers... ils se retrouvent souvent tout seuls. Il y a une sorte de solitude, d'abandon, de détresse, etc. Donc, les personnes âgées, en plus, quand je parle de mise sous tutelle de l'ensemble de la société, c'est qu'on parle même de retirer en ce moment-là le permis de conduire aux plus de 80 ans. Oui, tout à fait. Tout un tas de phénomènes sous tutelle. Oui, c'est assez récent, mais je pense que ça correspond. Alors, vous voyez, on parlait de l'individu, mais dites-vous une chose, les sociétés sont sous tutelle. Regardez que ça correspond, la France, etc., sous tutelle de l'Europe. D'accord? Donc, on a des États qui devraient être parfaitement indépendants, sont des États souverains, sous tutelle. Hein? Bon, on a des États dont on considère qu'ils ne sauraient pas se gérer, les pauvres. Hein? Vous savez que... Non, mais vous comprenez? Et donc, quand on a quelque chose des grandes puissances, comme on en connaît, hein, qui sont capables de décider de ce qui est bien ou de ce qui n'est pas bien, vous savez qu'à l'heure actuelle, c'est pour ça que ça nous concerne tous, sont mises sous tutelle, évidemment, des personnes, sont mises sous tutelle des groupes entiers de personnes. Hein? On a, moi je dis toujours, l'école aujourd'hui, il y a une mise sous tutelle. Hein? Des obligations qui sont faites à l'école, c'est-à-dire qu'on ne peut plus aborder certains sujets, par exemple, qu'on ne peut plus
moi, je racontais dernièrement à une amie qu'on avait des cours de sexualité, des cours d'éducation sexuelle. Pas sexualité, éducation sexuelle. Ces cours-là, c'est des cours qui permettaient aux jeunes de s'exprimer en dehors de leur famille. Bien sûr. Parce que dans la famille, c'est pas Ça existe facile. Hein, bon, il y a quand même des choses. Aujourd'hui, faites rentrer ça dans certains établissements. Hein. C'est extrêmement Ça existe encore dans certaines difficile. sociétés.